Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment donner un vrai coup de boost à notre français grâce à la magie des adverbes. Non, ce ne sont pas juste de petits mots de grammaire, ce sont les couleurs qui vont faire vivre chacune de nos phrases. On a parfois l'impression que nos phrases sont un peu plates, n'est-ce pas? Un peu robotiques. Eh bien, la solution se cache souvent dans un seul type de mot, les adverbes. C'est vraiment ça la clé pour passer d'un français qui est juste correct à un français qui est riche, vivant et expressif. Regardez l'impact qu'un seul mot peut avoir. C'est énorme. On prend une phrase toute simple comme « il parle ». Bon, c'est une information, voilà. Mais si on ajoute un adverbe et qu'on dit « il parle calmement », là tout de suite on a une image, une émotion. Pareil pour « je cours joyeusement », ça change complètement la perception de l'action. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Il ne s'agit pas seulement de bien parler, c'est la différence entre un dessin en noir et blanc et une peinture pleine de couleurs. C'est le passage de la simple correction à une expression qui est authentique, qui est subtile. Ok, alors comment ça marche concrètement? Comment on fabrique ces fameux adverbes? En fait, la mécanique de base est assez simple et on va la découvrir ensemble tout de suite. Voici la recette, c'est aussi simple que ça en 3 petites étapes. D'abord, on prend l'adjectif au masculin, par exemple « lent ». Ensuite, on le met au féminin, ce qui donne « lente ». Et enfin, on colle le suffixe « ment » à la fin. Et voilà, lentement. C'est un processus super logique qui fonctionne pour une grande majorité des adverbes. Bien sûr, le français ne serait pas vraiment le français sans quelques exceptions. En voici 4 qu'il faut absolument connaître pour éviter les erreurs les plus courantes. Bon, ça devient bien. Mauvais, ça devient mal. Attention avec gentil. Le « e » disparaît, ce qui donne « gentiment ». Et à l'inverse, pour vrai, on garde le « e » pour faire « vraiment ». Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui apprennent la langue. Les adverbes sont invariables. Ça veut dire qu'ils ne changent jamais. Qu'on dise « il travaille sérieusement » ou « elle travaille sérieusement », l'adverbe, lui, ne bouge pas. C'est un vrai point de repère dans la grammaire. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons à la pratique. On va se constituer une petite boîte à outils avec des adverbes très courants qu'on peut commencer à utiliser dès maintenant pour enrichir son discours. La première catégorie, et sans doute la plus utilisée, c'est celle qui décrit comment une action est faite. C'est vraiment là qu'on commence à peindre avec les mots. Écoutez bien cette phrase. L'adverbe « lentement », il ne fait pas que décrire une vitesse, non. Il crée toute une atmosphère. On peut presque visualiser la scène, on ressent une certaine ambiance, peut-être un peu mélancolique. Et là, c'est le contraste parfait. Avec rapidement, la sensation est complètement différente. On ressent le mouvement, l'énergie, le paysage qui défile à toute vitesse. C'est l'illustration parfaite du pouvoir descriptif des adverbes. Maintenant, parlons de la fréquence. C'est fou comme 2 mots, souvent et rarement, peuvent raconter toute une histoire sur nos habitudes. Je vais souvent au marché, ce n'est pas du tout la même chose que je mange rarement au restaurant. Ces adverbes ne décrivent pas seulement des actions, ils dessinent un véritable style de vie. La différence entre ici et là-bas peut paraître simple, mais elle est fondamentale pour situer les choses dans l'espace. Ici, ça nous ancre dans le présent, juste à côté. Alors que là-bas, hop, ça projette notre regard plus loin, vers l'horizon. Prêt à passer au niveau supérieur? Maintenant, on va explorer quelques structures un peu plus avancées qui vont vraiment faire la différence pour sonner plus naturel, avec des phrases plus sophistiquées, plus nuancées. La structure tellement que c'est un outil formidable. Elle ne fait pas que décrire une intensité. En fait, elle crée un lien de cause à effet très puissant, en reliant une action à sa conséquence directe, qu'elle soit logique ou émotionnelle. Prenez cet exemple, il a parlé tellement vite que personne n'a compris. La première partie, c'est l'intensité de l'action. La deuxième, c'est son résultat direct. Cette structure crée un lien logique qu'on ne peut pas ignorer. Et pour comparer des actions, mais sur un pied d'égalité, eh bien la structure aussi que est indispensable. Elle permet de tracer un parallèle très précis, sans dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est une façon très élégante de le faire. Ah, ça c'est une subtilité très importante de la langue française. Le choix de l'intensificateur change selon le contexte. Dans un cadre formel, on va plutôt dire très ou extrêmement. Mais entre amis, super ou hyper sonne beaucoup plus naturel. Maîtriser ça, c'est vraiment une marque de fluidité. Bon, connaître les règles, c'est une chose, mais le plus important, c'est de les utiliser. Alors, voyons comment on peut transformer cette connaissance en une compétence active, presque un réflexe. Voici quelques exercices à la fois ludiques et très efficaces. Le journal adverbial, ça force à être créatif. Le jeu de la transformation, ça montre à quel point un seul mot peut tout changer. Et la chasse aux adverbes, ça permet de se rendre compte qu'ils sont partout et qu'ils sont essentiels. Je trouve que cette citation résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Le choix d'un adverbe, ce n'est jamais anodin.
Choisir patiemment au lieu de lentement, ce n'est pas juste une question de synonyme. C'est exprimer une attitude, une vision du monde. C'est partager quelque chose de profondément authentique. Alors, voilà le petit défi que je lance pour conclure. En pensant à votre journée, comment la décririez-vous en utilisant tous ces nouveaux outils? C'est en faisant ça, en les appliquant au quotidien, que le français devient bien plus qu'une langue, une véritable palette pour s'exprimer. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un de ces mécanismes de la langue française qui, de prime abord, a tout l'air d'un simple chapitre de grammaire. Oui, Mais qui est en réalité bien plus que ça. On va parler du conditionnel présent. c'est ça. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que ce n'est pas tant un temps verbal qu'un véritable outil de navigation sociale. C'est exactement ça. En fait, toutes les sources qu'on a explorées, elles convergent vers cette idée. Le conditionnel, c'est avant tout une question de modalité. Un mot un peu technique, ça. Oui, un peu technique. Mais pour dire quelque chose de très simple, en fait, c'est l'attitude qu'on adopte par rapport à ce qu'on dit. On ne l'utilise pas pour décrire une réalité, mais pour créer une sorte de distance. Une distance, oui. Un espace de respect, voilà. Et ça, c'est absolument clé dans la communication francophone. Et c'est là que ça devient une sorte de code secret, quand on entend « pourriez-vous m'aider ?» au lieu d'un « aidez-moi » qui est très direct. Ah oui, on sent tout de suite la différence. C'est pareil pour un rêve. Dire « j'aimerais visiter Paris », ça sonne tellement différemment de « je veux visiter Paris ». C'est moins péremptoire. C'est plus humble. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce code. On va regarder comment il se construit, bien sûr, mais surtout, on va explorer ses fonctions pour comprendre comment il huile les rouages des relations humaines. C'est un bon programme. Allons-y. Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par la base, la mécanique. Et là, elle est assez surprenante. Oui, et il y a une bonne nouvelle. C'est que c'est l'un des temps les plus réguliers qui soit. Tout à fait. Même pour les verbes qui ne le sont pas. La formule est presque mathématique. On prend le radical du verbe au futur simple et on lui colle les terminaisons de l'imparfait. C'est ça. C'est-à-dire AS, AS, AE, ION, IE, AE. C'est une construction fascinante, en fait. C'est une sorte d'hybride. Ah oui? Ben oui, il prend sa base, son intention de projection dans le futur, et il l'habille avec les terminaisons du passé, de l'irréel, quoi. C'est comme si la grammaire elle-même nous disait que ce temps, il n'existe pas vraiment sur la ligne du temps. Il est dans un espace potentiel. Exactement. J'aime beaucoup cette idée. Ça donne du sens à la règle. Prenons un verbe tout simple, chanter. Au futur, c'est « je chanterai ». Donc on garde le radical « chanter » et on ajoute la terminaison de l'imparfait. AS, je chanterai. Et ça se déroule tout seul. Chanterait, elle chanterait, nous chanterions. La logique est implacable. Mais est-ce que ça tient la route pour les verbes irréguliers, ceux qu'on utilise tout le temps? Et c'est là que la logique est la plus élégante. Oui, ça tient parfaitement. D'accord. Le secret, c'est que le radical irrégulier est le même au futur et au conditionnel. Donc, une fois qu'on le connaît pour l'un, on le connaît pour l'autre. Ah, d'accord. Les plus courants, être, ça donne le radical ser, donc je serai. Avoir donne or, donc j'aurai. Aller donne ir, faire donne faire. Et on a les poids lourds comme pouvoir qui donne pour. C'est ça. Vouloir avec voudre et devoir avec devre. Je pourrais, je voudrais, je devrais. Ce sont les verbes qui portent justement toutes ces nuances sociales dont on parlait au début. Précisément, le système est incroyablement cohérent. Une fois que ce radical est mémorisé, la règle des terminaisons s'applique sans la moindre exception. Il n'y a pas de piège caché. Enfin, il y a quand même un petit détail à ne pas négliger, surtout à l'écrit. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. C'est un truc qui m'a marqué dans les notes. À la première personne, la prononciation entre le futur « je parlerai » et le conditionnel « je parlerai », elle est quasi identique dans beaucoup de régions. C'est vrai. Mais à l'écrit, le « est » du futur et le « s » du conditionnel, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une nuance qui peut changer complètement le sens d'une phrase, entre une affirmation et une simple supposition. C'est un excellent point. C'est un de ces détails qui, pour un lecteur attentif, fait la différence entre quelqu'un qui maîtrise vraiment la langue et quelqu'un qui est encore en apprentissage. D'accord, donc la mécanique est claire. C'est cet hybride entre futur et imparfait. Alors voyons comment cette drôle de machine grammaticale se traduit en usage concret. On pourrait presque parler de ses super-pouvoirs. J'aime bien l'idée de super pouvoir. Le premier, le plus évident, c'est la politesse. Toutes les sources sont unanimes là-dessus. Je voudrais, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le remplacement quasi systématique de « je veux ». Je me souviens d'une de mes premières expériences en France dans un café. J'ai commandé avec un « je veux un café ».
Pour moi, c'était normal dans ma langue maternelle. Classique. Et la réaction du serveur, ce petit temps d'arrêt, ce regard un peu surpris, ça m'a appris la valeur de « je voudrais » plus vite que n'importe quel livre de grammaire. C'est une leçon qu'on n'oublie pas, ça. On commande un café, on ne l'exige pas. Et les exemples sont partout. Je voudrais une table pour deux, ou même avec un autre verbe. Je prendrais bien un dessert. Ça transforme une demande en proposition douce. Et le mécanisme psychologique derrière, c'est cette distance dont on parlait. En utilisant le conditionnel, on introduit une condition implicite. Si cela est possible, si ça ne vous dérange pas, D'accord. l'action est présentée comme une potentialité, pas comme une certitude. Ça laisse à l'autre la liberté, même si elle est théorique, de refuser. C'est le fondement de l'interaction respectueuse, en fait. Et ça va plus loin que les simples commandes, non? Je pense aux demandes d'aide. Pourriez-vous m'aider? C'est quand même le jour et la nuit avec « aidez-moi ». Absolument. Et on peut même monter en intensité dans la politesse. C'est-à-dire? Surtout dans un contexte professionnel ou pour une demande délicate. Une formule comme « serait-il possible de décaler notre rendez-vous ?» c'est encore plus indirect. Ah oui, c'est vrai. Ici, on ne met même plus la personne au centre de la question, pourriez-vous? On pose la question à la situation elle-même. Est-ce que la chose est possible du coup? La distance est maximale, la pression sur l'interlocuteur est quasi nulle. Cette idée de mise à distance pour adoucir une demande, c'est fascinant. Et je me demande si ce même mécanisme s'applique quand on veut, non pas demander quelque chose, mais donner quelque chose. Comme un conseil, Comme un conseil, voilà. Sans avoir l'air de donner un ordre. vous mettez le doigt sur le deuxième grand usage. Donner un conseil, c'est un art délicat, hein. Personne n'aime se faire dire quoi faire, hein. C'est clair. Le verbe clé ici, c'est « devoir ». Comparons « tu dois consulter un médecin Ce qui sonne comme un jugement. » et « tu devrais consulter un médecin » qui sonne comme une suggestion bienveillante. C'est vrai, ça change tout. J'ai tendance à dire « tu devrais faire ça à mes amis » et maintenant je comprends pourquoi ça passe mieux qu'un ordre. Mais il y a d'autres façons de formuler ça, pour être encore plus subtil peut-être. Oui, il y a toute une palette. Tu ferais mieux de prendre le train, c'est une suggestion un peu plus appuyée qui implique une comparaison. D'accord. Il vaudrait mieux partir maintenant, c'est encore une autre option, plus impersonnelle. Et puis il y a la formule classique, à ta place je ferai attention. Ah oui, Là on ne donne même plus un conseil direct, on se projette dans la situation de l'autre. C'est une marque d'empathie. Dans tous les cas, le principe est le même, hein. On respecte l'autonomie de la personne, on lui propose une voie, on ne la lui impose pas. c'est une communication qui vise à collaborer, pas à diriger. C'est exactement ça. On a donc la politesse dans la demande et la nuance dans le conseil. On sent bien ce fil rouge de la communication. Voilà. Explorons maintenant ce qui est peut-être sa fonction la plus créative, celle qui nous permet de construire des mondes, de jouer avec la réalité. Je veux parler de l'hypothèse. C'est là qu'on touche à la fonction la plus cognitive du conditionnel. C'est l'outil de la pensée contrefactuelle, le fameux « et si ». Il nous permet de nous détacher du réel pour explorer des scénarios alternatifs. Et pour ça, il y a une structure reine, une formule presque magique. Si plus imparfait, pour poser la condition, Oui, suivi du conditionnel présent pour en imaginer la conséquence. L'exemple qu'on trouve partout est très clair. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. et la logique de cette structure est implacable. La proposition avec « si » décrit une condition qui n'est pas réelle dans le présent. D'où l'utilisation de l'imparfait, ce temps qui coupe du moment présent. D'accord. Et la conséquence, qui dépend de cette condition irréelle, ne peut donc logiquement pas être au présent ou au futur. Elle est au conditionnel. C'est une construction mentale qui est parfaitement cohérente. Ce qui est fou, c'est que cette règle est tellement ancrée que l'inverse nous choque l'oreille. Une chose que les sources martèlent, c'est qu'on ne met jamais de conditionnel dans la proposition qui commence par « si ». Jamais. Dire « si j'aurais de l'argent », c'est une des erreurs les plus courantes pour ceux qui apprennent. C'est la règle d'or. Et elle est logique. Le « si » ouvre déjà la porte de l'hypothèse. Mettre un conditionnel juste après, ce serait redondant. Ce serait comme ouvrir une porte déjà ouverte. C'est ça. La condition est posée à l'imparfait, la conséquence est explorée au conditionnel. C'est une distribution des rôles très claire. Et on peut même moduler cette hypothèse, la rendre encore plus incertaine avec des adverbes. Il viendrait peut-être si on l'invitait. Le peut-être qui ajoute une couche de doute. Sur une situation déjà hypothétique, oui. Cette idée de construire des scénarios, ça fait un pont tout naturel vers l'expression du souhait, du rêve. C'est une sorte d'hypothèse qu'on formule sur sa propre vie, non? Si les conditions étaient réunies, j'aimerais... C'est une excellente façon de le voir. Le souhait est une hypothèse désirée. D'accord. Et le verbe parfait pour ça, c'est bien sûr aimer. J'aimerais parler italien. Nous aimerions voyager plus souvent.
C'est une manière d'exprimer une ambition profonde sans que ça sonne comme une exigence ou un plan d'action immédiat. Et il y a une forme de modestie là-dedans. C'est partager un désir tout en reconnaissant qu'il n'est pas encore, et ne sera peut-être jamais, une réalité. C'est une aspiration, pas une revendication. C'est ça. Exactement. C'est le temps de la potentialité. Qu'il s'agisse d'une hypothèse purement logique, genre « s'il pleuvait, je prendrais mon parapluie », ou d'un rêve personnel comme « j'aimerais vivre au bord de la mer », le conditionnel est ce qui nous donne la permission linguistique d'explorer ce qui pourrait être. C'est le temps de l'imagination en action. Bon, si on fait le bilan de cette exploration, ce que je retiens, c'est que le mot conditionnel est presque trompeur. On devrait peut-être l'appeler le mode relationnel ou le mode potentiel. C'est une bonne idée. On a vu sa construction, cet hybride fascinant de futur et d'imparfait. Et ces 3 grandes applications qui découlent toutes de cette idée de créer une distance avec la réalité brute. C'est ça. Premièrement, la politesse pour transformer une demande en suggestion. Deuxièmement, le conseil pour guider sans imposer. Et troisièmement, l'hypothèse et le rêve pour se donner la liberté d'imaginer d'autres réalités. Et si on prend un peu de hauteur, on réalise que maîtriser le conditionnel, ce n'est pas juste une question de bien parler français. C'est un marqueur de compétences culturelles. Ah oui? Bah oui. C'est comprendre qu'en France, la manière dont on dit les choses est souvent aussi importante que ce qu'on dit. On passe d'une communication, disons, transactionnelle, je veux ça, à une communication relationnelle, voici ce que je souhaiterais si possible. C'est toute la différence. C'est la différence entre connaître le vocabulaire et parler la langue dans toute sa dimension sociale. Tout à fait. Quand on voit des formules comme « je vous serais reconnaissant de bien vouloir considérer ma candidature » dans une lettre de motivation, on n'est plus dans la grammaire, on est dans le code social. D'accord. On montre qu'on a compris cette valeur attachée à la forme, à la nuance, à cette distance respectueuse, qui est une sorte d'élégance de la communication. C'est ne pas entrer dans une pièce sans frapper à la porte. C'est une image très parlante. On ne viole aucune loi, mais on respecte un usage qui fluidifie les rapports. On a donc vu que cet outil grammatical est en fait un outil pour tisser du lien social en douceur. Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question pour aller plus loin. Je vous écoute. Notre analyse a montré comment le conditionnel crée cet espace de respect dans la communication française pour éviter la confrontation. La question qu'on pourrait se poser, c'est, dans nos propres interactions quotidiennes, dans notre propre langue, quels sont nos outils à nous, qu'ils soient grammaticaux, lexicaux ou même non-verbaux, pour créer ce même espace, pour dire les choses difficiles tout en prenant soin de la relation?